Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Olivier Amand connecté depuis la France et plus précisément de Lyon, ainsi que Jean-Luc Penning connecté depuis la Belgique et plus précisément de Bruxelles. Olivier et Jean-Luc vont nous proposer plus loin dans la troisième voie du vivant, la nature et sa robustesse comme source d'inspiration. Bonsoir Olivier, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Yotis et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Alors Bienvenue. Jean-Luc et Olivier, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous ce soir? Tout va bien, ravi d'être là avec tout le monde. Oui. Ben, moi aussi, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, là, de refaire encore un bout de chemin là, avec toi, Olivier, avec toi, Yotis, et tous les gens qui seront là. Vraiment un plaisir pur. Alors on va s'envoler tous ensemble là, je vois. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment la troisième voie du vivant, la nature et sa robustesse, ont croisé le chemin du coaching? Cette rencontre, c'est Jean-Luc qui l'a initié, qui a tendu une perche un peu comme ça, du coup on s'est rencontrés et on a vu qu'il y avait des choses à partager, quoi. Je te renvoie la perche, hein, c'est Olivier, j'en parlerai peut-être que voilà, on s'est croisés à travers une radio et j'ai entendu, je dis mais c'est pas possible, non, il faut qu'on se rencontre, il y a des choses à faire ensemble et à voir ensemble. Donc voilà, c'est ça. Et puis je développerai tout à l'heure un peu le rapport avec les coachings et c'est pas un petit hasard, c'est un très bel hasard. En tout cas, moi je peux le confirmer, je l'ai vu de mes propres yeux. Standing ovation pendant le congrès Synergie, c'était la folie. Vous nous avez offert un très très bon moment d'environ 30 minutes. Et là, on a 1h30, donc on va en profiter. Alors, Bienvenue. merci Olivier et merci à Jean-Luc pour les présentations. Commençons donc par Olivier. Qui est Olivier Amand? Biologiste de formation. Olivier, tu es chercheur à l'INRAE et à l'École normale supérieure de Lyon. Tu as marqué le champ de la biologie par tes contributions significatives. Ta curiosité pour la biophysique et le développement des plantes a produit une centaine d'articles scientifiques centrés notamment sur la manière dont les plantes perçoivent leur propre forme. Cette recherche qui explore la proprioception végétale interroge également la robustesse du vivant sous un angle innovant. Pendant tes années de collège et de lycée, la biologie ne te captivait pas, tu la trouvais trop segmentée et éloignée de l'harmonie naturelle du vivant. C'est l'approche systémique axée sur les interactions et leurs effets qui a finalement éclairé ton chemin dans la recherche scientifique. Ta question initiale, pourquoi les feuilles sont-elles plates, t'a conduit à des découvertes fondamentales sur la perception des plantes, de leur propre structure. En tant que directeur de l'Institut Michel Serres, tu diriges des projets à la croisée de l'art, de la science et de l'éducation, abordant les défis existentiels de l'Anthropocène. Cette position te permet de réfléchir aux leçons que l'humanité peut tirer du vivant pour mieux habiter la Terre. Tu es également auteur de plusieurs ouvrages qui reflètent ta réflexion sur les interrelations entre la science et la société. Tes livres incluent La troisième voie du vivant, publié chez Odile Jacob, qui propose une nouvelle compréhension de la vie à travers une lentille biologique, Antidote au culte de la performance chez Gallimard, Manifeste pour une santé commune chez Utopia et de l'incohérent chez Odile Jacob, offrant chacun une critique des paradigmes actuels et envisageant des alternatives pour un futur plus durable. Passons maintenant à Jean-Luc Penning. Jean-Luc, tu es bio-ingénieur belge né en 1960. Ta passion pour la nature et les voyages t'a conduit en Afrique où tu as travaillé comme expert pour les Nations Unies et comme entrepreneur créant ta propre entreprise de production de plantes vertes. À 35 ans, tu as été victime de la guerre du Burundi. Une agression par balle t'a laissé aveugle. Et d'ailleurs, tu en parles un peu plus dans un des webinaires que tu nous avais déjà proposé. Ce tournant dramatique a marqué le début d'un long chemin de reconstruction qui t'a ramené en Afrique pour contribuer au développement d'une école pour enfants handicapés visuels. Tu as également participé à la création des ONG Menia Media Burundi, Donne à voir et Métis du Monde,
te lançant dans une reconversion professionnelle remarquable. Ton parcours singulier t'a même mené à écrire le scénario du film Na Wei Wei qui t'a conduit jusqu'au tapis rouge des Oscars à Hollywood en 2011. Actuellement, tu es coach PCC, mentor et formateur pour des écoles de coaching internationales. Tu es l'auteur de la pièce de théâtre À perte de vue et le créateur des ateliers Vivre ses racines dans le noir, ainsi que Être coach, vivre le coaching avec humanité et robustesse. Tu as également développé le programme Harmonie 4.5+. En plus de tes engagements professionnels, tu es conférencier, mari, papa et grand-père, rôle que tu endosses avec fierté. Cette année, tu as rejoint l'Institut Michel Serres, enrichissant encore davantage ta carrière suite à ta rencontre avec Olivier Amand. Alors, Olivier et Jean-Luc, maintenant qu'on vous connaît un tout petit peu mieux, que pouvez-vous rajouter pour qu'on puisse en savoir davantage sur vous? Ouais, je vais mettre une petite note de musique. Moi, j'aime beaucoup le jazz. J'ai pratiqué pas mal le jazz, la clarinette basse, pour être plus précis. Et ça s'aligne pas mal avec ce que je vais raconter sur la robustesse et la troisième voie du vivant. Hein. C'est comment on fait avec de l'imprévisible, hein, finalement. Intéressant. Ben moi, je rebondis sur ce qu'Olivier a dit. En fait, moi, je joue un peu de guitare et de la basse. On a un héros commun qu'on aime beaucoup et qui est un témoin de robustesse. Il s'appelle Gaston Lagaffe. Absolument. Et alors, et ça, je crois que c'est le meilleur exemple de robustesse qui existe sur Terre. Et alors, ce que je voulais quand même faire deux petites corrections, parce que beaucoup de gens disent que voilà que j'ai un parcours de résilience. Et maintenant, après avoir rencontré Olivier, je dirais que en fait, j'ai un parcours naturel de robustesse. Donc, j'ai changé le mot résilience. Et alors aussi, hein, je voulais préciser quelque chose, parce que beaucoup de gens disent, mais c'est génial, Jean-Luc, tu as changé de métier, tu étais bio-ingénieur ou ingénieur agronome, qu'on appelait avant, et maintenant tu es devenu coach professionnel. Eh bien, je vais vous dire que c'est faux, j'ai jamais changé de métier. Parce que c'est quoi un bio-ingénieur? C'est quelqu'un, c'est un cultivateur, et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde pousser les plantes, et de temps en temps, il donne un petit coup de pouce pour qu'elles poussent mieux. Et qu'est-ce que c'est un coach? Ben, c'est un cultivateur qui regarde pousser les plantes et qui donne un petit coup de pouce pour qu'elles poussent mieux. Il n'y a aucune différence. Là, si, il y a une petite différence, c'est que le bio-ingénieur est censé savoir ce qu'il a planté, savoir ce que la graine va donner. Et le coach professionnel, il n'a aucune idée de ce que la graine va donner. C'est à la graine qu'il va choisir. Alors, soit elle devient un brin d'herbe, soit elle devient une fleur, soit elle devient un baobab ou un pommier. C'est elle qui choisit. Donc voilà, je voulais juste casser le mythe. Non, je n'ai pas changé de métier toutes ces années. Alors, merci Olivier, merci Jean-Luc. Moi, je suis un peu surpris. Je m'attendais que vous me parliez d'hélicoptère. Parce que Oui. bon, vous avez un casque assez spécial tous les deux. Vous êtes On en est équipés. accord. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour ce casque? Non, c'est la synergie. Voilà, c'est ok. En tout cas, vous êtes bien connectés à ce niveau-là. Alors, Jean-Luc, Olivier, vous allez nous présenter plus loin dans la troisième voie du vivant, la nature et sa robustesse comme source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous proposer ce sujet plutôt qu'un autre? Alors, je démarre. Hein. La troisième voie du vivant, en fait, c'est une voie qui est infinie, en fait. En gros, là, on arrive dans un monde fini et donc ça crée un infini. Donc, dans un infini, on peut aller toujours plus loin. Donc, c'est ça qui est bien. C'est un chemin, c'est des chemins, en fait, hein, voilà, viables. Voilà. Moi, c'est simplement parce que c'est un sujet qui me parle et qu'est-ce que je peux faire si je dois parler d'un sujet? Je peux parler que des sujets qui me parlent directement. Et donc, voilà. Et puis, c'est cette rencontre. Et puis, c'est ce qu'on a vécu ensemble avec Olivier là, à Lille, ensemble, qui dit, ben oui, on continue. C'est un superbe chemin. Pour l'anecdote, il y a plein de gens qui nous ont dit après, oh, mais on sentait la synergie entre vous deux, la complicité. Mais on se connaissait pas, on s'est croisés 2 minutes avant. Moi, j'ai croisé Olivier à travers la radio. On s'est retrouvés là, on dit bon, on fonce, on y va, et puis voilà, et les choses se sont mises en place comme ça. Et c'était superbe. Oui, donc en fait, tu as entendu un moment Olivier à la radio. Tu savais que tu allais proposer quelque chose au congrès et tu t'es dit, allez, je l'appelle. Voilà. Voilà, et puis il y a un certain Yotis qui m'a dit, mais viens avec qui tu veux, surtout si c'est pas un coach, c'est bon. Ouais. Alors je suis venu avec qui je voulais, et c'était pas un coach, et c'était bon. Et tu as très bien fait, et merci encore, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui découvrent Olivier, que ce soit la robustesse, la troisième voie du vivant, et je sens bien que les gens sont impatients. Donc, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Jean-Luc.
Moi, je vous invite à commencer donc votre présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis, merci. Ben, je prends le chemin. Bon, en fait, le programme de ce soir est assez simple. Comme vous l'avez vu là dans notre vidéo, Olivier et moi, on a été faire des balades dans la forêt, on a regardé les arbres, on les a écoutés. Hein, comme je disais, ils sont un peu nos mentors, en tout cas mon mentor. Et donc, on revient de cette balade pour partager avec vous. Donc, dans une première partie, c'est Olivier qui va revenir sur tout ce que la nature lui a pris, ce que les arbres l'ont inspiré. Et puis, ce sera à mon tour, en fait, de vous partager ce que les arbres m'ont inspiré, ce que Olivier a amené en plus et surtout ce que ça a amené au niveau de mon coaching. On est quand même dans une soirée consacrée aux coachs, pour vous les coachs. Donc, l'idée, c'était de partager un peu ce que ça a amené au niveau de mon coaching et de mon parcours aussi. Donc voilà un peu le programme, il est assez simple. Mais avant peut-être de commencer parce que Olivier et ce que les arbres, pardon, nous ont inspiré à Olivier et à moi, Yotis, de peut-être revenir sur l'exercice de webinaire là, et savoir un peu qu'est-ce que les synergiens ont vu dans les arbres, qu'est-ce qui les a inspirés là, je serais curieux. Tout à fait. Alors, je rappelle pour les personnes qui s'en rappellent pas nécessairement, les questions qui ont été posées pour l'exercice pré-webinaire de Jean-Luc et d'Olivier, c'est en un mot, qu'est-ce que les arbres vous inspirent? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites avec cette idée, cette image? Comment l'intégrez-vous dans votre vie quotidienne et dans vos coachings? Et donc, il y a pas mal de réactions. Les arbres m'inspirent l'abondance, une dimension plurielle qui permet au coaché d'aller chercher ce dont il a besoin par le haut, par le bas. La profondeur est l'essence de mon approche. Ça, c'est la part de Abdel Hamid. Ensuite, on a de la part de Anna, adaptabilité. Je puise en mes ressources et grandis avec ce que mon environnement m'offre comme milieu, ainsi que ceux que je croise sur mon chemin. Véronique nous dit racine, réseau de communication dans les fondations du vivant au travers des sens. Je contemple leur beauté, leur histoire au travers de ce qu'ils transmettent. Et puis, nous avons également force et vie. Personnellement, je marche plusieurs fois par semaine en forêt pour me réancrer à cette force au vivant, à la nature, pour me ressourcer, m'émerveiller et être en pleine présence avec mes clients. Arbre projet professionnel en coaching et donc inviter mes clients à se reconnecter à leurs propres forces et ressources. Je vais encore prendre 2, 3. Donc, il y a Patricia qui nous dit sagesse profonde et sérénité en coaching, arbre de vie, jeu de cartes, méta-nature et coaching dans et par la nature en milieu naturel, dont la forêt. Et le dernier, communion en coaching, c'est l'arbre des talents en coaching d'équipe, arbre de vie au quotidien, c'est je me ressource dans mon jardin, je retrouve de l'énergie auprès de mon énorme péché. Waouh, superbe, hein. Bien, waouh, intéressant. Bon, maintenant, je te laisse la parole, Olivier, voir ce que les arbres inspirent un Olivier. Et oui, c'est mon lien personnel aux arbres, mon prénom. Ah oui, il est ancré en toi. Il est ancré en toi. Nous t'écoutons, Olivier. Mais merci Jean-Luc, merci tout le monde. Et bah, du coup, avec cette photo d'une forêt, bah, voilà, on va partir des arbres. Il y a beaucoup d'interactions dans les forêts. D'ailleurs, ça a été dit dans les commentaires. C'est tout un réseau d'interactions, cette forêt. Et en fait, ça peut troubler un petit peu parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vivant qui est si hétérogène, qui pousse comme ça un peu partout, qui fait de la vapeur d'eau comme ça là. Qu'est-ce que ça nous dit, quoi? Alors du coup, ben, pour comprendre le vivant, peut-être que la forêt c'est un bon point de départ, mais en fait, je vais vous sur la diapo suivante, on va prendre un autre exemple du vivant, une baleine. Donc c'est un peu le contre-modèle de la forêt parce que là on est dans l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un énorme animal qui nage dans l'eau et c'est un mammifère. Donc c'est un mammifère, ça veut dire qu'il a des poumons et donc il doit respirer de l'air atmosphérique. Sauf qu'il est dans l'eau. Donc en fait, ce vivant qu'on trouve si harmonieux en interaction, etc., en fait, il n'est pas du tout adapté à son environnement. Parce que là, on a quelque chose qui ressemble à un gros poisson, mais qui doit respirer l'air atmosphérique. Donc c'est pas il y a quelque chose qui cloche, quoi. Hein. L'harmonie, elle est peut-être ailleurs. Alors du coup, sur la diapo suivante, en fait, ce que ça questionne, ce rapport un peu ambivalent avec la nature, finalement, c'est surtout nos projections sur le vivant. En fait, pendant des années, pendant des décennies,
on a projeté sur le vivant l'idée que la nature, les êtres vivants, étaient performants, étaient coincés dans une forme de compétition sans fin. Donc c'est l'histoire des documentaires animaliers, c'est la lecture très biaisée de Darwin, de l'origine des espèces, où en fait on a réduit le vivant ou les êtres vivants à des êtres en compétition, qui en fait se tuent les uns les autres. Hein. Enfin, c'est vraiment les documentaires animaliers, hein, c'est vraiment ça. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment ça le vivant? Est-ce que quand on est un être vivant, est-ce qu'on est condamné à être dans cette compétition mortifère, quoi? Alors, sur la diapo suivante, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que, et c'est ce que j'avais déjà dit à Lille, et donc là, je vous le redis, c'est en fait quand on analyse les êtres vivants avec ce regard systémique, donc où vraiment on regarde les interactions et les propriétés des interactions, mais qu'est-ce qu'on trouve? En fait, on trouve que les êtres vivants, ce qui fait leur harmonie, en fait, c'est leur robustesse. Donc, il faut bien que je définisse les termes. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc un système robuste, si vous voulez, c'est, alors on peut penser à l'arbre hein, dans le vent, voilà, comme sur la photo. Un arbre dans le vent, il va bouger avec le vent. Les feuilles vont un peu flotter comme ça là, mais il va avoir une forme de stabilité malgré les fluctuations de son environnement. Et alors si ça c'est à l'instant T, hein, si vous voulez, et si on voit sur la longue durée, en fait un arbre pousse. Donc en fait, la robustesse d'un arbre sur la longue durée, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc c'est une forme de stabilité et de viabilité qui explique en fait cette robustesse. En tout cas, qui est liée à cette robustesse. Donc ce que cherchent les êtres vivants, si on peut le dire comme ça, les êtres vivants cherchent la robustesse. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est la robustesse. Et alors comment font les êtres vivants pour être robustes? Alors c'est ça qui est le plus joyeux, à vrai dire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et en fait, quand on regarde les systèmes vivants, et donc les arbres, qu'est-ce qu'on trouve? Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif. C'est qu'un arbre, on ne sait jamais où sera la prochaine branche. Hein. Typiquement, on peut regarder aussi d'autres choses. Hein. Suivez la trajectoire d'une mouche. Hein. Vous allez voir, il n'y a pas d'objectif. Hein. Très clairement, ça va dans tous les sens. Hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement. En fait, tout ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les systèmes vivants, de la molécule jusqu'à l'écosystème. Donc c'est vraiment une valeur cardinale du vivant. Si on devait résumer le vivant avec une valeur, ce serait celle-là. C'est la robustesse. Les êtres vivants, en fait, gèrent les fluctuations. En fait, c'est même pas qu'ils la gèrent, en fait, ils se construisent dessus. Ils vivent avec les fluctuations. En fait, c'est un peu ça, finalement, la définition de la vie, hein, finalement, c'est vivre avec les fluctuations. Alors, pour bien vous faire toucher du doigt cette chose-là, je vais vous proposer un petit chemin. On va suivre une molécule de CO2 qui rentre dans un arbre. Alors du coup, sur la diapo suivante, je vous mets la petite photo de la molécule de CO2. Donc vous voyez, un carbone, deux oxygènes. Bon, ça c'est un gaz. Hein, donc, je pense que tout le monde est bien au courant de ce que c'est que le CO2 parce qu'on en parle quand même matin, midi et soir maintenant. Donc alors, cette molécule, donc elle se balade dans l'atmosphère. Donc sur la diapo suivante, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, ce CO2, il va rentrer dans la plante, donc dans un arbre, via les feuilles notamment, qui ont dans leur épiderme des petits stomates. Donc les stomates, c'est des pores qui permettent au CO2 de rentrer. Alors tout de suite, ce que vous voyez sur cette image, c'est que sur les feuilles, il y en a énormément de stomates. Donc énormément de redondance. Donc toujours pareil, hein, c'est pas une très grosse performance comme ça de multiplier le nombre de voies d'entrée. Et en plus, ce stomate, et donc ça on le voit sur la diapo suivante, qui est un petit film qui permet de montrer en accéléré ce qui se passe quand le stomate s'ouvre et se ferme. Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est juste une porte d'entrée. Donc en fait, le CO2 peut rentrer, mais il peut aussi sortir. Donc en fait, c'est une structure qui est quelque part à une forme d'incohérence, puisque c'est pas une bouche qui essaye d'absorber du CO2, le CO2 rentre et il sort aussi. Donc ça aussi, c'est pas très performant, hein. C'est pas une éponge à CO2, une feuille. C'est le CO2 rentre et sort naturellement. Donc une fois qu'il est rentré, le CO2, et ben en fait sur la diapo suivante, ce que je vous montre, alors là c'est de la biologie moléculaire un peu plus hardcore, mais c'est juste pour vous montrer en fait une idée toute simple. Là, ce que vous voyez, c'est une enzyme qui s'appelle la Rubisco. Et cette enzyme, c'est l'enzyme la plus importante sur Terre. C'est l'enzyme qui permet de fixer le carbone, le CO2, enfin le carbone du CO2, pour en faire des molécules organiques. Quelque part, c'est un peu notre lien au soleil, hein, quelque part. Hein. Dans la photosynthèse, ça permet de transformer un gaz en fibre de carbone. Et donc, une plante, hein, c'est du CO2 polymérisé. Et ben, c'est grâce à cette Rubisco. Alors pourquoi je vous parle de la Rubisco? Bon, alors, déjà parce que c'est une enzyme fondamentale pour toute la vie sur Terre, ou la quasi-totalité de la vie sur Terre, mais c'est surtout que c'est une enzyme qui n'est pas du tout performante.
alors que c'est l'enzyme clé du vivant, hein, quand même, hein. Et ben c'est une enzyme qui se trompe en permanence. C'est-à-dire qu'elle va, au lieu de capter du CO2, elle va capter de l'oxygène, de temps en temps. Et c'est assez souvent. Et alors, quand elle capte de l'oxygène au lieu de capter du CO2, et ben en fait, elle va produire d'autres molécules, mais surtout, elle va émettre du CO2. Et donc, vous voyez à quel point ce n'est pas performant, le vivant, hein. C'est que non seulement ça rentre, ça sort, le CO2, mais une fois que c'est rentré, eh ben, les enzymes parfois se trompent. En fait, elles vont émettre du CO2 plutôt que de le prendre. Et alors, si on va un cran plus loin, sur la diapo suivante, en fait, quand on regarde les systèmes, en fait, vraiment les réseaux moléculaires, etc., en fait, ce qu'on trouve, et donc là, je les ai entourés en rose, hein, c'est pas le détail n'est pas important, hein, mais ce que j'ai mis en rose là, c'est des boucles incohérentes. En fait, quand on regarde dans les réseaux de gènes, les réseaux de neurones, tout ça, alors, les réseaux neuraux, il n'y en a pas chez les plantes, on est d'accord, hein, c'est juste les réseaux métaboliques, on va dire. Et ben en fait, on trouve une boucle. Alors sur l'animation suivante, en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est une animation. En fait, c'est tout simple, hein. C'est une boucle incohérente. Ça veut dire qu'il y a une molécule A qui active une molécule B qui inhibe une molécule C. Mais il y a aussi la molécule A qui active la molécule C. Donc en fait, quand on a la molécule A qui est en plus abondante, on va dire, en fait, on n'est pas capable de prédire ce qui va se passer. Parce que d'un côté, ça inhibe la molécule C et de l'autre côté, ça active la molécule C. Donc en fait, c'est typiquement ce qu'on appelle une boucle incohérente, hein. En anglais, c'est incoherent feed-forward loop, ça a même un nom. Ben, ces boucles incohérentes, il y en a partout, partout, partout dans les réseaux métaboliques, dans les réseaux de gènes. Il y en a vraiment partout, partout. Donc si vous voulez avoir une image mentale, hein, c'est le conducteur qui a le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps, hein. Donc très incohérent, quoi, hein. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner, quoi. Alors du coup, ben, pourquoi il y a autant d'incohérences, c'est comme ça, de contradictions internes dans les systèmes vivants? Alors, bah, du coup, sur la diapo suivante, je vais un peu vous dérouler cette histoire-là. En fait, c'est tout simple et on peut avoir une analogie, alors qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est une analogie simple, c'est un amortisseur, un amortisseur de voiture, hein, par exemple. Donc, un amortisseur, c'est un ressort qui est couplé à un piston. Alors, un ressort, son but, c'est de revenir à l'état initial le plus rapidement possible. Un piston, son but, c'est de revenir à l'état initial le plus lentement possible. Donc, ce sont deux structures qui sont contraires. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dans un amortisseur? En fait, on les couple, donc on les met ensemble. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça amortit. Et donc, c'est ça qui est très fort avec ces boucles incohérentes moléculaires, c'est qu'en fait, c'est le principe de l'amortisseur. Quand on fait plein d'incohérences comme ça dans les systèmes, dès qu'il y a une fluctuation externe, eh bien, il y a plein d'amortisseurs partout pour tamponner, pour voilà, éviter que ça parte en flèche ou je sais pas quoi. En fait, ça amortit la fluctuation. Et donc ça, c'est ce qu'on voit quand on isole les systèmes vivants. Et donc on comprend bien pourquoi il faut beaucoup de contre-performances pour avoir de la robustesse. En fait, les incohérences, les contradictions internes dans le système, c'est ça qui permet d'amortir et donc en fait de résister aux fluctuations externes. Alors cette idée-là là, du piston et du ressort, enfin de l'amortisseur, quoi, en fait, nous les humains, alors on le voit sur la diapo suivante, on l'a utilisé pour des systèmes. Donc par exemple, le pont suspendu, donc là je vous montre un exemple de pont qui est dans le vent. Ben, un pont suspendu, il se déforme dans le vent. Alors, essayez de faire ça avec un pont en pierre, hein, ça va être compliqué, hein. Le pont en pierre, il se déforme une fois et il tombe, hein. Alors que là, c'est élastique, quoi, hein. Il se déforme et il revient à l'état initial, plus ou moins. Et ben ça, c'est parce que dans un pont suspendu, il y a des piliers qui sont en compression et des fils qui sont en tension. Ben, c'est deux forces contradictoires, une contradiction interne dans le système, et c'est ça qui permet d'amortir les fluctuations dans le système. Donc en fait, on comprend en fait, hein, c'est-à-dire que nous-mêmes, les ingénieurs, hein, alors là c'est pas des bio-ingénieurs, là c'est plutôt des ingénieurs des matériaux, quoi, sont capables de générer des structures robustes, et pour faire de la robustesse, ils ont dû baisser la performance, ils ont dû jouer sur des incohérences, sur l'hétérogénéité, sur l'aléatoire, enfin voilà, sur d'autres choses, quoi. Alors du coup, sur la diapo suivante, on peut même élargir ça à des choses plus larges. En fait, et même sur l'animation suivante, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'agriculture intensive, en fait, on veut faire de la performance. Et donc là, il n'y a pas, on essaie d'éviter les contradictions. Donc on fait vraiment, c'est le canal, hein, c'est l'autoroute, si vous voulez. Donc là, on va très vite, très loin, voilà. Donc c'est les sillons dans le champ, quoi. Et ben dans le monde de la robustesse, on va plutôt faire de l'agroécologie. Et donc, on va plutôt jouer sur les incohérences, les contradictions internes dans le système qui vont produire d'autres synergies, pour le coup. C'est-à-dire qu'elles vont, cette hétérogénéité dans la biodiversité, finalement, ça va apporter d'autres fonctions, comme la capacité à garder l'eau dans les sols,
des nouvelles capacités à attirer la microflore qui va peut-être apporter la fixation de l'azote atmosphérique, des résistances à des pathogènes. Enfin, c'est tout ça en fait. Hein. Et donc en fait, quand on pense robustesse, en fait, ce qu'on veut, c'est créer une forme d'autonomie active, une autonomie qui est permise par les contradictions internes du système. Et l'agroécologie, c'est l'exemple typique. C'est un peu plus indirect, c'est pas comme le pont suspendu où là c'est vraiment exactement la même chose. C'est un peu plus complexe parce qu'évidemment les interactions sont beaucoup plus importantes, mais c'est la même idée. On va contre la performance pour ajouter du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre, et c'est ça qui permet d'être robuste. Donc du coup, sur la diapo suivante, alors il y a 4 animations. En fait, quand on parle des incohérences, donc là j'ai mis la boucle ABC, là, donc une boucle incohérente, ça fait amortisseur. C'est qu'en fait, voilà, c'est le ressort, le piston couplé, quoi. Là, ça fait un amortisseur. L'amortisseur, sur la diapo suivante, ça fait de la robustesse, parce que si on a des amortisseurs, et du coup, on est robuste. Et si on est robuste, et du coup, on va être durable. Et donc là, vous avez une recette de durabilité. Parce que finalement, la durabilité, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. La capacité à durer, ça ne dit pas comment on fait. Là, ça vous donne une solution. C'est qu'en fait, la durabilité demande de la robustesse. La robustesse est la façon opérationnelle d'être durable. Et pour être robuste, il faut des marges de manœuvre, donc il faut des amortisseurs. Et pour avoir des amortisseurs, il faut des contre-performances et notamment des incohérences. Alors du coup, cette leçon-là, qu'on voit dans les systèmes techniques, dans l'agriculture, qu'on voit dans les systèmes vivants, en fait, c'est beaucoup plus général que ça. Donc évidemment que c'est vrai pour votre corps, mais c'est vrai aussi pour la société. Et du coup, sur la diapo suivante, je voudrais aller jusqu'au bout et vous dire qu'en fait, cette voie du vivant, donc où les incohérences font des amortisseurs, génèrent la robustesse et font de la durabilité, nous-mêmes, les sociétés humaines, notre longue histoire, c'est une histoire où en fait on a progressivement augmenté la robustesse sociale. Et donc là, je vais vous donner quelques exemples sur la diapo suivante où on voit qu'en fait, on a mis en place des systèmes robustes qui se construisent sur des incohérences dans le système. Alors, l'exemple typique, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on peut considérer que c'est un espace de liberté, de discussion libre. Hein. Pour qu'un réseau social marche, il faut des modérateurs. Parce que les modérateurs, en fait, sont des censeurs. Il faut de la censure pour que le réseau social fonctionne. Si on enlève les modérateurs, comme l'a fait Elon Musk sur Twitter, maintenant X, on fait des dérives sectaires. Donc en fait, on n'a plus d'amortisseurs et en fait, on fait des dérives exponentielles, de la dérive sectaire. Mais c'est pareil dans plein d'autres systèmes. Un gouvernement qui a le pouvoir, qui s'est battu pour avoir le pouvoir, la première chose qu'il doit faire, c'est d'alimenter les contre-pouvoirs. Et ça, c'est une contradiction interne. Donc, les contre-pouvoirs, c'est le Parlement, c'est les journalistes. C'est ça. Donc, ça ne marche que dans le temps, ça dure que si on a les contre-pouvoirs qui sont stimulés. C'est le secret des sources pour les journalistes, c'est le secret médical pour les soignants. Donc, en fait, c'est quelque chose de très général. Et donc, en fait, dès qu'on se pose la question de la robustesse, on se rend compte qu'on a besoin de ces incohérences et donc de ces contre-performances au service de la robustesse. Donc du coup, sur la diapo suivante, c'est l'idée finalement qui nous rassemble avec Jean-Luc, c'est cette histoire-là d'équilibre. En fait, dans un monde qui est stable et abondant en ressources, on peut se permettre de faire de la performance en permanence. Et puis quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Quand on rentre dans un monde en polycrise, fluctuant, turbulent, et donc tout nous indique que nous sommes dans ce monde-là, hein, les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques, en fait, on fait plutôt de la robustesse en permanence et de temps en temps, on autorise la performance. Donc en fait, on a rééquilibré, quoi. On est plutôt dans le monde de la robustesse et de temps en temps, on autorise la performance. Alors pour terminer, je voudrais vous donner quelques clés. Alors je vais aller un petit peu vite pour laisser quand même un peu de place à Jean-Luc, je suis peut-être un peu trop long. Non. Juste quelques clés, voilà, juste pour vous, pour pratiquer la robustesse. Alors, je crois que j'ai 7 clés. Alors, première clé, donc sur la diapo suivante, première clé, c'est l'audit interne de robustesse. Quelque chose de simple à faire, en fait, c'est de lister les contre-performances dans son organisation et de voir en quoi ça ajoute du jeu dans les rouages pour nourrir la robustesse. Donc, on peut le dire très simplement. Par exemple, de l'intéressement individuel, ça va plutôt être de la performance. L'intéressement collectif, ça va être plutôt de la robustesse. Et l'intéressement collectif, du coup, il faut gérer. Voilà, c'est plus compliqué, c'est plus hétérogène. Donc, c'est juste un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein. Alors, sur la diapo suivante, une autre clé, c'est de questionner les questions.
Et donc là, c'est quelque chose qui est bien connu des coachs, hein, évidemment, questionner la question. C'est-à-dire que dans le monde de la performance, on passe beaucoup de temps sur les réponses et en général, on apporte les meilleures réponses aux mauvaises questions. Et bah, du coup, dans le monde de la robustesse, on fait le contraire. En fait, si on a un problème, c'est probablement que c'est pas le bon. Et donc, il faut questionner la question jusqu'à trouver le problème robuste. Et donc ça, on peut le faire en interagissant avec des personnes très distantes, avec des acteurs impromptus, avec des artistes. En fait, il y a plein de façons de faire, hein, pour questionner la question, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Certainement que vous connaissez ça mieux que moi. Donc, questionner la question. Deuxième clé. Troisième clé, c'est identifier les freins. En fait, c'est identifier ce qu'on pourrait appeler les zones pathogènes. Il y a des endroits où, si on veut basculer de la performance à la robustesse, où c'est possible, et puis il y a d'autres endroits où, en fait, on va dépenser beaucoup d'énergie et ça va rien donner. L'exemple typique, hein, c'est une boîte qui aurait des investisseurs éloignés, quoi. Bon, bah, ça va être compliqué de les convaincre de faire de la robustesse, hein, par exemple. Donc ça, c'est une zone pathogène, on peut le dire comme ça. Donc, il faut mieux dépenser de l'énergie avec ses collaborateurs locaux, avec son territoire, avec sa famille. Enfin, il y a plein d'autres endroits où là, on a des leviers, quoi. Donc voilà, identifier les zones où on peut avoir d'action, c'est évidemment indispensable. La clé suivante, la quatrième, c'est de faire une cartographie de son territoire. En fait, si on veut faire de la robustesse dans son territoire, eh ben, il faut identifier les liens qu'on a à son territoire. Donc là, je vous ai juste mis un petit diagramme qui fait une cartographie d'une tasse de café. Et vous voyez, vous pouvez aller très loin, hein. Chercher d'où vient le café, d'où vient la tasse, qui a fabriqué ce café, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme transport, etc. Ben, vous pouvez faire ça pour à peu près tout. Et vous allez voir quels sont vos liens à votre territoire. Et surtout, vous allez voir les endroits où il y a peu de redondance, et donc des points faibles. Et ben, si vous voulez faire de la robustesse, c'est peut-être ça qu'il faut ajouter à votre territoire, des redondances dans votre territoire pour qu'il soit plus robuste. Et ces redondances, vous pouvez les augmenter via des services écosystémiques. Et donc là, peut-être qu'on peut remettre les arbres, par exemple, sur la table. C'est-à-dire que, par exemple, l'agroforesterie, c'est une façon d'apporter des tas d'autres services, de maintenir l'hygrométrie des cultures, des nouveaux services, de la nouvelle microflore. En fait, on peut certainement repenser de territoire avec cette histoire de cartographie et de penser la robustesse. Une cinquième clé, c'est l'histoire de la santé commune. Alors ici, là, je vous ai mis une pyramide où en fait, la santé commune, donc ça, c'est pas de la santé commune, ça c'est la pyramide qu'on a en tête quand on est dans le monde de la performance. C'est un monde où on se pose la question de l'impact de nos activités sur l'environnement, hein. Donc ça veut dire que la fondation, c'est l'économie qui nourrit le social et le social nourrit l'environnement. Donc ça, cette pyramide, en fait, elle n'a pas vraiment de sens parce que la fondation est économique et l'économie, c'est une abstraction. Donc en fait, il n'y a pas de base physique à cette pyramide. Donc en fait, sur l'animation suivante, en fait, ce qu'on peut imaginer, et donc ça, c'est la santé commune, c'est plutôt d'inverser et de faire une pyramide, en fait, où on prend d'abord soin des milieux naturels. Alors, s'il y a du soin au milieu naturel, ça va créer du lien social. S'il y a du lien social, alors ça créera des modèles économiques. Et donc l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et du coup, on se pose une autre question. Maintenant, on se pose la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. Et bien là, on est terrestre. C'est que les fluctuations de l'environnement, ce n'est pas négociable. Et donc, en fait, il va falloir adapter nos activités à un environnement qui devient de plus en plus fluctuant. Et bien ça, c'est une question typiquement de robustesse. Alors, le sixième outil ou sixième clé, c'est les indicateurs. En fait, dans le monde de la performance, on adore les indicateurs de performance, hein, évidemment, les KPI, tout ça. Donc ça, évidemment, ça n'a aucun sens dans un monde fluctuant, hein, parce qu'un indicateur dit que le monde est stable, alors que, évidemment, dans un monde instable, ça n'a plus de sens. Donc, du coup, dans un monde instable, on fait plutôt des tests de robustesse. Donc, il faut des outils dynamiques dans un monde dynamique. Ben, un test de robustesse, c'est un stress test, si vous voulez. C'est plutôt de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe si il y a une méga inondation dans mon voisinage, quoi. Est-ce que ça change mon modèle économique, mon modèle social, qu'est-ce que ça change à mes activités? C'est ça un test de robustesse, un stress test, quoi. Et du coup, si on le fait sérieusement, hein, c'est un jeu, hein, finalement, hein, c'est un scénario. Si on le fait sérieusement, on va augmenter les marges de manœuvre. On va trouver des solutions pour doublonner, pour jouer sur l'hétérogénéité du voisinage, enfin des tas d'autres solutions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le jour où il y a une crise qui arrive, on a pris des marges de manœuvre et du coup, on passera mieux la crise. Donc, en fait, on aura augmenté ces marges de manœuvre, on aura augmenté les bornes et donc plusieurs trajectoires vont être possibles. Et ben ça, c'est de la robustesse qui est construite contre la performance. C'est toujours pareil. Une petite dernière clé, c'est la posture. En fait, dans le monde de la performance, hein, le décideur, c'est quelqu'un qui dit « je veux et je sais comment faire ».
Donc ça, c'est bon. Bah, enfin, je pense qu'on a tous en tête, voilà, on peut mettre des personnes derrière cet adage, on va dire. Je sais comment faire. Alors ça, c'est très performant. Hein, on va aller très très vite à l'objectif. Bon, si le décideur se plante, bon, par contre, c'est quand même un peu dramatique. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la robustesse? Bah du coup, on change de posture. Et donc sur l'animation suivante, en fait, le décideur, c'est plutôt un facilitateur qui dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Et donc, en fait, quand on a cette attitude-là, en fait, on est beaucoup plus. Alors, on est dans le désir, hein, quand on dit j'ai envie, dans le désir. Et ce qu'on met sur la table, c'est le manque de solution. Donc, c'est une contre-performance individuelle. On met le manque de solution. Et en fait, quand on fait ça, on va fédérer, on va mobiliser. Parce que justement, il n'y a pas de solution. Et bien, ça, c'est très robuste. Parce que même si le décideur n'est plus là, ça va continuer, ça va se propager, ça va se déployer. Ben, ça, c'est de la robustesse, encore une fois, qui est construite contre la performance. Je vais m'arrêter là et passer la main à Jean-Luc. Est-ce que ça t'éclaire pour le coaching? Est-ce que ça donne des pistes pour le coaching? Alors, on a quelques réactions en effet. Et d'ailleurs, une des réactions, c'est en fait, c'est un peu une clé, donc la 7, je pense, au monde actuel banni Fanny, on nous dit. Et j'ai également Nathalie qui nous dit inverser la pyramide de la clé 5, c'est un changement de paradigme. Et on a Cécile qui nous dit je sèche sur les questions ici, c'est super clair, passionnant, brillant. Merci, merci. Voilà. Et moi j'ai une question, tiens, le 7, c'est fait exprès ou pas? Alors, non, les 7 clés, oui, ah ben, c'est tombé 7. Non, c'est un hasard, mais peut-être qu'il y a un bon hasard, un bel hasard, peut-être. Ça nous va bien si c'est 7, c'est plus facile à retenir pour nous, n'est-ce pas? Parfait. Je prends la parole alors. Ben oui, Olivier, oui, plein de pistes. Ça, c'est clair. Un grand merci. Et je vous invite à suivre Olivier parce qu'il fait des interventions, des conférences. C'est chaque fois passionnant. Et ici, il était un peu vite, mais parce que voilà, me limiter un peu par le temps. Mais il y a tellement de choses. Et comme il disait tout à l'heure, la robustesse, ben, c'est infini, c'est un sujet infini. Donc, merci en tout cas, Olivier, de ta participation et vraiment ta disponibilité. Wow, c'est vraiment un cadeau que tu nous offres à chaque fois et je t'en remercie encore. Alors, Olivier, dans ses interventions, vous l'avez entendu, ben, il parle de la robustesse, ce que les arbres et la nature nous inspirent et les impacts que ça peut avoir au niveau social, au niveau économique, au niveau entreprise aussi. Hein, les clés, Olivier est très difficile à capturer ces temps-ci parce qu'il a tellement de retours, tellement d'appels. Maintenant, il travaille dans les entreprises, alors qu'il y a peut-être 20 ans, personne n'écoutait ce genre de discours. C'est en train de bouger. Il y a des entreprises qui bougent et qui veulent aller vers de la robustesse, qui veulent changer. Donc, c'est très positif, très encourageant. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est de dire, ben, vous partagez un peu ce que j'ai retrouvé dans la nature et dans mon approche, dans mon coaching. Olivier, sens-toi à l'aise d'intervenir parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on s'est croisés peut-être en vitesse et on n'a pas encore eu l'occasion de s'asseoir ensemble et ça me ferait plaisir d'avoir ton retour sur ce que moi j'ai fait et comment j'ai intégré cette notion de nature et robustesse. Donc, sens-toi à l'aise, ça me ferait très plaisir d'avoir ton regard et tes partages. Alors, pour venir à mon partage, justement à ce que j'avais envie de partager avec vous et mon regard sur le coaching, ben, je vais d'abord commencer un peu par vous dire comment je suis arrivé à ça. C'est tout un parcours qui est passé par plusieurs étapes. La première étape, ben, je ne vais pas revenir là-dessus, ceux qui veulent des détails sur mon parcours, ben, donc allez revoir ma conférence Synergie d'il y a déjà quelques années, c'était le coaching et de la résilience, où je parle de mon parcours. À ce moment-là, j'appelais ça résilience, parce que bon, ben, c'est un mot qui parle. C'est vrai que maintenant, je pourrais le remplacer par robustesse. Robustesse, attention, hein, aux définitions, si vous regardez au dictionnaire Larousse, on dit qui est solide, et c'est pas ça du tout dans l'utilisation qu'Olivier en fait, ni que moi j'en fais maintenant. C'est au contraire cette adaptabilité dans le chêne et le roseau qui est le plus robuste. Ben, d'après La Fontaine, c'est le roseau, je crois pas.
Hein, c'est pas parce qu'un chêne se brise qu'il n'est pas robuste. Et La Fontaine a oublié une vision d'ensemble et a oublié que bon, ben, les arbres ils existent quand même sur Terre depuis plusieurs milliards d'années et qu'au niveau robustesse, ils ont pas mal de leçons à nous donner. Donc, on n'est pas dans le je suis solide et je tiens le coup. Non, au contraire, je m'adapte et cette notion est très très importante pour moi en tout cas et reflète tout à fait et rejoint la résilience. Le problème, je crois que c'est qu'on donne beaucoup de signification au mot résilience. Maintenant, ce que je voulais dire un peu, voilà, je reviens vous expliquer comment je suis arrivé à ça et comment je suis arrivé à mon approche du coaching. J'avoue que j'ai quelques personnes maintenant qui parlent déjà d'une approche Penning. Je ne sais pas si je peux aller jusque-là ou d'une méthode Penning, mais bon, bref, vous mettrez le nom que vous voulez sur mon approche et ce que je partage avec vous. La première étape, ben voilà, je le disais, hein, c'est mon parcours, c'est ma vie, c'est ça, ça me parle. Et avec le recul, je me dis, ben oui, il y avait peut-être de la robustesse là-dedans, il y avait peut-être l'inspiration de la nature. La deuxième étape, c'est quand je suis arrivé au coaching. Je suis arrivé tout à fait par hasard, un des nombreux hasards de la vie. Et je suis tombé dans des écoles qui disaient, mais le coaching, c'est atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. Je vous avoue que je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça. Je me dis, ouais, mais on va s'adresser qu'à des hommes d'affaires, on va s'adresser qu'à du business. Et bon, ben voilà, je me suis dit, il y a peut-être moyen d'ouvrir à ça. Et mes expériences de coach après m'ont dit que oui, il y a de l'ouverture. Parce que mes expériences de coach m'ont dit que j'ai jamais un client qui m'a dit, ah, Jean-Luc, parce que le coaching a un début, un milieu, une fin, qu'à la fin, ils me disent, ah, Jean-Luc, merci, j'ai atteint mes objectifs plus rapidement et plus efficacement grâce à toi. J'ai jamais eu ça. Par contre, j'ai eu pas mal de clients qui me disent, Jean-Luc, merci, j'ai ce qu'il faut pour avancer. Et qui repartent des séances de coaching, de l'accompagnement, mais quoi, confiants, rassurés, et maintenant, je peux le dire, plus robustes. Ils sont là dans le renforcement d'eux-mêmes et ça leur permet d'ouvrir et on est dans l'autonomie du coaché. Ils repartent là-dessus. Et je dis, waouh, quand j'entends mon client qui se dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Et est-ce que les objectifs SMART ont été atteints? Peu importe, c'est pas le sujet. Ça, c'est quelque chose, première chose qui m'a parlé. Ensuite, une autre étape, c'est quand je suis devenu assez rapidement formateur pour des écoles de coaching. Et je me suis retrouvé devant des apprentis coachs ou débutants coachs, ou je sais pas comment je peux les appeler, ou des coachs en envie d'avancer, qui étaient là et qui me disaient, oui, mais attends, il faut que mon client reparte avec des résultats, il faut qu'il ait des prises de confiance, il faut que je pose des... Et j'entendais ces pauvres coachs qui croulaient sous les il faut, sous ces impératifs, sous ces recherches, maintenant c'est le mot que je peux mettre dessus, sous cette recherche de performance. Je dis les pauvres parce que si on est coach avec tous ces il faut sur le dos, mais on n'est plus coach. Pour moi, l'essentiel du coaching, c'est être présent, c'est l'ouverture, c'est l'écoute. Et c'est pas tout ces il faut. Et donc, tout doucement, mon suivi, mon travail avec mes clients et mon accompagnement de coach en apprentissage m'ont amené à mettre en place des différents outils qui allaient justement vers cette idée d'alléger un peu, cette responsabilité du coach. Et ça m'amène à une étape suivante qui était très très importante. C'est pas plus tard que l'année passée, il y a ICF Québec qui m'a appelé pour leur congrès qui se passait à Québec l'année passée et qui m'ont dit, Jean-Luc, on voudrait t'avoir pour l'ouverture du congrès. Et ce mot ouverture, je l'ai adoré. Je dis, mais oui, on me demande, moi, pour ouvrir des portes et pas pour limiter les coachs dans un système d'entonnoir qui va les bloquer. On va ouvrir le coaching, discuter ça. Et j'étais très, très content de partager mes petits outils que je vais vous partager avec vous après. Et ce qui était génial, c'est que j'ai eu vraiment des retours extraordinaires de gens d'ICF. Et même si je viens avec peut-être fois des regards différents, on dit que j'ai parfois un autre regard, ou même personne disent que je donne à voir, mais bon, c'est leur responsabilité. Et que j'ai amené, ça correspondait aux compétences ICF. On est dedans, on est dans l'esprit coach, qui est la flexibilité, qui est l'ouverture. Et donc, mes petits outils, là, par les applaudissements de mes collègues, de mes compères, m'ont vraiment conforté là-dedans, dans cette voie, dans cette approche.
Dernière étape, ben oui, un jour je suis à la maison et un certain Olivier Amand a frappé ma porte. Il n'est pas rentré par la porte malheureusement, mais il est rentré par la radio et j'entends ce monsieur qui parle et je dis, mais en fait, il est en train de mettre des mots sur mon parcours, sur mon approche du coaching. Avec ses mots, sa robustesse, etc. Je dis, mais en fait, c'est ça que je fais. C'est ça que je vis avec mes clients. C'est ça que je vis au quotidien avec ma famille. Et ça m'a permis, et merci, je t'en remercie encore, Olivier, beaucoup vraiment oui, j'allais pas dire non, pas de théoriser, mais mettre des mots, en fait, simplement. Mettre des mots sur ce que je vivais et ce que je faisais. Et ça m'a vraiment conforté dans cette approche, dans cette façon, et ça m'a permis même de le partager, d'être là avec toi à Lille. Et l'invitation d'Iotis m'a permis vraiment d'approfondir ça. Et je crois, je sais pas, mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini de pouvoir continuer à Je suis ça, de d'accord. pouvoir. Je t'en remercie, Olivier. C'est un apport extraordinaire de me conforter, me sentir renforcé et rassuré. Donc, c'est pas rien. Voilà, je réfléchis. Est-ce que j'ai dit tout ce que je... Ah si, oui, très important pour revenir avant de passer à ces fameux outils. Parce que mon regard sur la démarche de coaching, hein, c'est pas une séance de coaching, c'est une démarche. Mais on est dans ce que Olivier vient de mentionner. On est dans une démarche évolutive, on est dans une démarche dynamique, on est dans une démarche faite parfois de pas en avant, de pas en arrière. C'est ça une démarche de coach. C'est pas je pars du point A et je vais arriver au point B et on s'arrête au point B. On utilise souvent en coaching le mot objectif. Moi, je l'aime pas parce qu'un objectif, on le fixe. Et une fois qu'il est fixé, qu'est-ce qu'on en fait? Il peut plus bouger. Où sont le plan B, le plan C ou le point X, Y, Z que la nature utilise au quotidien? On coince. Donc voilà, je me suis retrouvé là-dedans et je reviens à ça. Alors, ça m'a amené plusieurs outils, est-ce que je peux appeler ça outils ou j'allais dire graines ou oui plutôt graines en fait, c'est ça le mot que j'avais. Ça m'a permis de créer plusieurs graines. La première, c'est ces fameux objectifs smooth. Je dis fameux parce que voilà, j'ai eu quand même pas mal de retours. Donc les objectifs smooth, c'est quoi? Mais je vous ai déjà dit un mot, j'entends tout le monde, ah oui, il faut un objectif SMART avec des indicateurs. Alors, Olivier en a parlé un petit peu. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre plus approfondir là-dessus. Il y a même une loi, hein, quelqu'un qui dit, je sais plus qui, j'oublie, je suis très mauvais dans les noms. Goodhart, la loi Goodhart. Voilà. Qui dit, oui, tu me corrigeras si je me trompe, que dit que si on donne une mesure à un objectif, il devient, je sais plus le mot que j'utilise, c'est presque toxique. Je l'ai mis dans la vidéo. Imaginez, vous avez une forêt, si chaque arbre, son objectif, c'est de produire, tous les 100 ans, de produire 3,5 mètres cubes de bois qui vaudront à peu près 400 euros. Mais ce sera un arbre, c'est tout. Il perd tout son essentiel, enfin tout. Et il va avoir que ça. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a la foudre qui tombe dessus? Donc, il est dans l'échec. Il n'a pas produit ces 3,5 mètres cubes. Et on est dans l'échec complet. Et donc, c'est horrible, ces limites, ces mesures, qui pour moi, elles bloquent, elles ferment des portes. Et c'est pour ça que je suis revenu un peu avec un clin d'œil aux objectifs smooth, qui, pour moi, en tant que coach, sont là pour ouvrir des portes, pour aller plus loin. Et donc, je vais reprendre un peu les mots. Par exemple, le S. Mais est-ce que tu viens, parce que la notion d'objectif est importante quand même de savoir vers où notre client veut aller, hein. Avec quoi veux-tu repartir de la séance? Avec quoi veux-tu repartir? Et donc, là, c'est la question, mais est-ce que ça a un sens pour toi, ce que tu viens de dire? Ou en quoi c'est spécifique? En quoi ça te ressemble? Et le M, c'est qu'est-ce qui te motive là-dedans? Qu'est-ce qui fait bouger tes tripes là-dedans, dans cet objectif qui était fixé? Parfois, moi, j'ai des clients comme ça, je leur dis, tiens, mais qu'est-ce que tu voulais quand tu étais enfant? Et on revient à l'essentiel des choses. Le O, le premier O, c'est qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte? Quelle ouverture ça va t'aller? Pas ça va te limiter à quelque chose, non, c'est quelle porte ça t'ouvre. Et le deuxième O, c'est quelle opportunité, sur quoi tu te bases. Et ça, je reviens un peu peut-être à mon expérience. Vous le savez sans doute, donc c'est incroyable, en étant aveugle, j'ai écrit un scénario de film qui a été Hollywood. Mais si je m'étais fixé comme objectif, ouais, Jean-Luc, dans 4 ans, ton scénario, il sera Hollywood.
je crois que je serais encore en train d'écrire et d'essayer de trouver une scène avec un super croisé de jambes ou une scène avec tel acteur qui pourrait faire la réplique qui le rendra célèbre. Et je serais coincé, je serais même pas encore à la première page. Si j'écris ce scénario, c'était juste pour fun, parce que, et c'était pour le plaisir de le faire, et parce que j'avais une opportunité, il y a eu un déclencheur, c'est le Centre culturel de Bujumbura qui a créé un concours de scénario. Voilà, il y a une opportunité, il y a un petit déclencheur. Tiens, ça vaut peut-être la peine de demander à votre client, tiens, qu'est-ce qui t'a déclenché là? Qu'est-ce qu'il y a dans tes tripes? Qu'est-ce qui t'a fait bouger là-dedans et sur quoi tu t'es basé? Ça, c'est le deuxième mot de smooth. Il y a le thé. Le thé, pour moi, c'est intemporel. Parce que si vous mettez une limite, les deadlines, tout ça, ça peut être intéressant, c'est motivant. Mais se mettre une limite, bon, si j'étais en train de regarder ma montre pour ce webinaire, peut-être que Yoti serait content, mais moi, je serais très embêté et donc, j'ai pas mal regardé ma montre. Et c'est sans limite. Alors, le H, j'avais plein de choses pour le H. D'abord, hypothétique. Pourquoi pas? Pourquoi moi, si mon client vient me dit, tu sais, Jean-Luc, j'aimerais bien la semaine prochaine aller faire le tour de la Lune. Pourquoi pas? Ça peut être un objectif. Qu'est-ce qui t'intéresse à la Lune? Hein? Qu'est-ce qu'elle a de plus que sur la Terre? Et pourquoi qu'un tour? Pourquoi t'en ferais pas 10? Ben, je sais pas, moi je suis tout à fait à l'aise avec ça, on est dans l'ouverture. Et le H, il peut être humain aussi. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer, homme? Et le H aussi, et ça je trouve très important, et c'est un mot que tu utilises souvent, Olivier, et je vais tout à fait avec toi, c'est quelle harmonie ça amène avec toi? Quel est cet objectif? Qu'est-ce qui parle à tes tripes? Qu'est-ce qui parle à tes cellules? Qu'est-ce qui parle à ton milieu? Et en quoi tu es en harmonie avec ce qui est autour de toi? Et donc voilà un peu le clin d'œil smooth qui, je crois, peut ouvrir des portes au lieu d'enfermer. Et je crois qu'on est tout à fait dans la robustesse, hors de la performance, dans l'accueil, dans la flexibilité. Voilà ma première petite graine. On peut passer à la suivante avec la diapo suivante sur la taupe attitude. Là, inutile de vous dire d'où ça vient. La taupe attitude, c'est quoi? C'est vous inviter, vous les coachs, à mettre cette casquette de taupe. Vous savez, cette taupe, c'est un animal génial qui vit dans la terre. Il est presque aveugle. Il est insectivore, hein. Il mange pas de racines, mais il vit au milieu des racines. Et les racines, je crois qu'elles ont de quoi nous inspirer. Si je vous demande à tous de me dessiner un arbre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dessiner un tronc et vous allez me dessiner des feuilles au-dessus. Vous allez oublier oui, au moins 60% de l'arbre. C'est comme si je vous demandais de dessiner un iceberg et vous allez me dessiner un petit glaçon qui dépasse de la surface de la mer. Vous avez oublié 60% de l'arbre. Vous regardez la masse d'un arbre, il y a plus de la moitié en dessous, sous la terre. Et c'est quoi ces racines? Elles vaut la peine qu'on les accompagne et qu'on avance avec elles. D'abord, je l'ai dit, elles sont dans le noir complet. Elles n'ont aucune idée d'où elles vont et de quelle direction elles prennent. J'aime bien cette expression, elles ne savent pas où elles vont, mais elles y vont. C'est une expression que j'ai beaucoup utilisée dans mon parcours. Je n'ai jamais su où j'allais, mais j'y allais. Et ces racines valent la peine d'accompagner. Je reviens à ça. Elles sont dans le noir. Elles ne savent pas où elles vont. Elles sont multiples. Elles vont dans toutes les directions. Aussi une image très importante. Les racines, si vous voyez des racines blanches, vous dites, ah, mais elles sont blanches. Non. Pourquoi elles sont blanches? C'est parce qu'elles sont en symbiose avec des champignons. Elles rencontrent des bactéries, des champignons, plein de choses. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent ensemble. Elles travaillent ensemble. Bon, on se rend compte aussi de plus en plus, c'est que les racines servent de moyen de communication entre les arbres. Il y a énormément de communication. On ne le savait pas. Avant, elles sont là et communiquent. Aussi, j'ai oublié l'essentiel, qui est dans le mot essentiel. Les racines, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher l'essentiel de l'arbre. Elles vont chercher les nutriments. Elles vont chercher l'eau qui va servir. Un arbre sans eau est mort. C'est les racines qui vont chercher l'essentiel. Et vous voyez tout doucement aussi les analogies que je fais avec le coaching et la posture du coach. Un autre point important qui est gêné avec les racines, c'est quand elles rencontrent un obstacle, c'est un caillou. Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en foutent complètement, elles passent à côté. C'est juste un obstacle. Et ceux qui ont planté un arbre à côté de leur maison, ils le savent. Quand il y a un mur à côté d'elles, s'il y a la moindre faille, elles passent dedans. Elles font éclater le mur. Donc je crois que les racines
ont de quoi nous inspirer, nous en tant que coach. Et ce qui est génial, c'est que en tant que coach, on peut rester avec les racines, parce qu'on sait très bien que s'il y a une racine, ben, l'arbre va être solide, il va tenir, il va fructifier, il va faire des fleurs. Et ça, c'est les résultats que votre client verra à la fin de son coaching. Il verra les arbres qui sortent. Moi, en tant que coach, j'ai pas besoin de voir. Je sens qu'elles vont sortir et qu'elles vont venir toutes seules. C'est ça, je vous invite à la taupe-attitude. Et on revient à la robustesse. C'est ce droit à l'erreur, c'est sa multiplicité, c'est je vais à gauche, et puis tiens, ben, si ça va pas, j'irai à droite. Et pour moi, cette taupe-attitude répond à la question de beaucoup de coachs qui sont en démarrage, qui disent oui, mais comment je vais poser la bonne question, comment je vais prendre la bonne piste? Ben, ma réponse est très simple. La bonne question et la bonne piste, j'ai aucune idée. Tant que j'ai pas posé la question, que j'ai entendu la réponse, je sais pas si c'est ma question bonne. Tant que j'ai pas exploré la piste, j'ai aucune idée qu'elle est bonne. Alors j'explore, alors je pose ma question. Au risque de temps en temps de poser une bête question, ben, et alors c'est pas grave, j'accompagnerai la racine suivante et tout ira bien. Voilà un peu, en quelques résumés, la taupe-attitude, est ce que les racines des arbres et les arbres en eux-mêmes m'ont inspiré. Je crois avoir dit déjà l'essentiel sur les racines. Il y a peut-être d'autres choses encore que j'ai oubliées et des racines que des choses qu'elles vont nous faire découvrir. Ça, c'est voilà un des outils, une des graines que je voulais ajouter au coaching. Il y en a encore une, on peut passer à la diapo suivante. Si je me trompe, c'est l'approche et alors. Ça, c'est marrant parce que j'ai des retours extraordinaires là-dessus. En fait, ça vient de quoi? J'ai une cliente un jour qui me dit, mais Jean-Luc, tu dis souvent et alors? Je l'ai regardé comme ça, je dis, ben oui, et alors? Et alors, elle me dit, mais alors, ben, tu me fais challenger, tu me fais prendre du recul, et tu me fais bouger. Et ça, c'est quand même un outil du coaching, c'est le challenge, c'est amener ailleurs. Et alors, et c'est surtout aussi de prendre les choses comme elles sont, dire à quelqu'un, et alors, ben, c'est lui amener à voir la situation comme elle est. J'ai un client qui vient et qui me dit, attends, Jean-Luc, je suis dans le stress, etc. Mais oui, alors, t'es un être humain, t'as du stress. Ça me paraît tout à fait normal. Ou quelqu'un dit, j'ai des doutes. Ah, mais oui, t'es un être humain. Et alors, ils sont là, tes doutes. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai un autre cas que j'ai vécu malheureusement. Mais oui, je suis aveugle, on m'a enlevé la vue à 35 ans. Et alors, Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça fait partie de toi, ça t'amuse pas, mais c'est une de tes cicatrices, elle est là. Où est-ce que tu vas avec ça? Et alors? Et alors? Ben oui, alors, c'est une remise en question, et ça, je crois, c'est une leçon très importante de la nature. Je fais avec, je me bats pas contre. Et attention, c'est pas du fatalisme, hein. Le fatalisme, c'est accepter, c'est baisser les bras. Non, on est dans l'accueil. Accueillir, c'est ouvrir les bras. Et la nature va jamais être en question. Le coup de foudre qui est tombé sur le chêne, qui l'a fait tomber, il va pas le remettre en question. Il va avancer avec ça. Il va s'adapter. Et ça, je crois que c'est une force. Et je crois que ça peut être un très bel outil en coaching et dans la vie de tous les jours. J'en arrive à la graine suivante, qui est, si je me trompe plus, maintenant je me perds un peu, qui est dans la zone de réconfort. J'entends aussi souvent en coaching, c'est il faut sortir de notre zone de confort. D'abord, le il faut, je vous avoue, à chaque fois j'attrape une allergie au il faut. Qu'est-ce qui t'oblige, qui te met cette pression, qui te permet, et sortir sa zone de confort. Et là aussi, je me rends compte, en voyant mon parcours, excusez-moi, je vais parler de moi, mais je crois que tout le monde peut faire des analogies dans les parcours, et sur ce que la nature nous offre. Et oui, moi, un jour, à 35 ans, je me suis retrouvé dans plus aucune, ma zone de confort a explosé. J'étais dans la zone de tous les inconforts. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, hein, c'est comme tout à l'heure, hein, quand on dit qu'est-ce que j'ai fait, c'est aucune volonté, hein. C'est les choses avec le recul que je dis ce que j'ai fait et que j'analyse après. Mais tout doucement, mais c'est quoi? J'ai dû reconstruire cette zone de confort. Je ne suis pas sorti aller chercher ailleurs, je l'ai reconstruite. Et pour reconstruire une zone de confort, la nature nous offre des outils. La base de la robustesse, c'est quoi? C'est la stabilité.
c'est chercher la stabilité. Donc, c'est quoi? C'est aller chercher les forces. Qu'est-ce que j'ai dans mes tripes? Qu'est-ce que mon client a en lui, en profondeur, pour avancer, pour atteindre son objectif, pour sortir des crises, pour sortir des problèmes qu'il rencontre? Aller chercher ses forces. C'est ce que fait la nature aussi, de aller stabilité. Olivier n'en a pas parlé, mais par exemple, on sait que les arbres font des stocks qui servent peut-être jamais à rien, mais ils en font. Donc, ils vont renforcer leur force, renforcer leur stabilité. Ils vont pas chercher ailleurs. Ils ont tout en eux. Un autre point, et aussi Olivier en a peut-être pas parlé aujourd'hui, mais il en parle régulièrement, c'est qu'on observe des choses extraordinaires dans la nature. C'est qu'en cas d'abondance, il y a compétition, il peut y avoir compétition. Mais en cas de pénurie, il y a coopération. Et ça change tout. Dans la nature, s'il y a une forêt vraiment très pauvre qui vit sur un sol très, très, très pauvre, mais qu'est-ce qui va se passer? Si on coupe un arbre, il va avoir des problèmes. Et ils vont parce qu'il y a une coopération entre. Et ils vont avoir des difficultés à repousser et à boucher le trou de cet arbre qui a disparu. Et quelque part, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Avant mon accident, ben oui, j'étais indépendant, j'étais seul, je vivais sur ma moto ou sur un voilier, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me retrouvais en pénurie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'étais chercher des ressources. J'ai une ressource magnifique qui était mon épouse, qui était ma famille. J'ai eu des ressources, ben, j'ai été chercher des formations, j'ai été chercher des cours. Et la pénurie m'a amené à plein de collaborations. J'ai rencontré un certain Olivier Hamon. Ça faisait partie de mon plan pénurie, Olivier. Je suis désolé de te le prendre. Mais, Ravi de faire partie du plan. bienvenue, bienvenue. Et donc, ça, c'est une richesse, c'est extraordinaire. Donc, oui, on a pas mal de choses dans la zone de confort, de zone de confort. Alors, un point extraordinaire, ça, je trouve fabuleux. Et ça, c'est aussi, Olivier, quand tu parles que c'est quoi le développement des animaux? Et ça, j'adore. L'avenir de l'homme, c'est ça, je reprends tes mots, l'avenir de l'homme, et c'est dans ses dents de sagesse, dans son appendice, dans son petit orteil. Et je rajouterais même, on a deux doigts qui sont presque ensemble. Pourquoi? Et ils servent à rien. Et le jour où ils seront soudés, on n'aura plus que 8 doigts. Mais ce sera génial parce que pour les informaticiens, on sera en base 8 au lieu d'en base 10. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour tout ce qui est logique. Donc, en fait, nos faiblesses qui nous servent à rien, c'est ça qui va nous amener d'autres choses. Alors, j'ai un exemple que j'ai trouvé vraiment, que je trouve peut-être qui est parlant pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familières à la biologie. Alors, vous imaginez quand les mammifères ont démarré, je sais pas, il y a quelques millions d'années, je sais plus, j'ai pas regardé sur mon agenda, mais c'était il y a longtemps, ils sont mis à respirer par des poumons. Et pour respirer avec des poumons, ben, ils avaient besoin de contact avec l'air. Et pour avoir des contacts, ben, ils ont trouvé un système, ben, on va créer des trous quelque part. Et en général, ils ont trouvé de mettre ces trous au milieu du visage ou au milieu de la tête. Et c'est comme ça qu'on a des trous pour respirer. Et vous voyez, il y a plein d'animaux qui ont construit une structure, comme nous, par exemple, qui s'appelle un nez. Et le nez, j'avoue, je sais pas trop à quoi il sert le mien, mais bon, il protège les trous qu'on a au visage. Et comme il servait à rien, ben, il y a des animaux qui sont dit, on se comprend, hein, c'est l'évolution qui leur a permis d'aller vers ça, qui sont dit, mais tiens, ce truc qui sert à rien, il pourrait peut-être servir. Et un animal super qui s'appelle le cochon, qui dit, mais tiens, si je transformais ce truc en un groin qui va me permettre de fouiller le sol. Et au moins, ce nez, il va me servir à quelque chose. Et un exemple génial, vous le connaissez tous, c'est l'éléphant. Il s'est dit, mais ce truc qui me sert à rien, ce serait pas mal qu'il pousse et qu'il m'aide à me nourrir, à sentir, à toucher. Et donc, il a fait de ce nez qui sert à rien un instrument extraordinaire. Mais c'est pas tout l'éléphant, parce que ce nez était tellement performant que après ses dents lui servaient plus à rien. Il avait des incisives qui servaient plus à rien puisque c'est sa trompe qui servait à arracher les herbes. Alors qu'est-ce qu'il a fait de ses dents qui servent à rien? Mais il en a fait des défenses parce que les défenses, ça sert, ça permet de se défendre, c'est un attrait sexuel, ça permet de fouiller le sol. Et donc vous voyez, c'est tout ce qui leur servait à rien, ça était les sources de créativité. Alors nous les hommes, nos faiblesses, si c'était notre source de créativité, je suis timide. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais avec cette timidité? Moi, je suis aveugle. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je prie de croire que c'est ma source de créativité. C'était ma faiblesse, mon malheur, ma tristesse.
c'est devenu ma source de créativité. Et ça, je trouve génial, cette approche de voir les choses autrement. Dans notre zone de confort, nos faiblesses, c'est un point important. Et alors, un petit point aussi que je me permets de rajouter, Olivier, et quelque chose que j'ai peut-être pas entendu, c'est aussi, on a en nous, dans notre zone de confort, et c'est la nature qui nous apprend des choses, mais complètement inutiles. Regardez un pan. Mais regardez un pan. C'est une aberration, la nature. Il se bat, quoi. Il est là. Il sait pas voler. Dès qu'il y a un prédateur qui passe, il se fait bouffer parce qu'il sait pas voler, il sait pas. Tout ça pourquoi? Pour avoir une belle queue, pour peut-être 15 jours par an séduire les femelles et copuler. Et c'est quoi? Et tout ça pour être beau. Et ça marche, hein? Parce que les femelles pans, prenez un beau pan, vous lui coupez sa queue, vous l'abîmez, il n'aura aucun succès. Donc la notion de beauté est chez les animaux, elle est chez nous aussi. Pourquoi pas, je suis aveugle, pourquoi pas prendre une guitare et jouer, faire quelque chose, et je sais pas ce que ça donne, mais juste, j'allais dire just for fun, juste pour le plaisir et aller vers autre chose. Est-ce que ça va servir? Je sais pas. Est-ce que, mais ça va donner quelque chose. Et la nature a plein d'exemples comme ça. N'hésitons pas, moi, ça fait partie de ma zone de confort, le truc qui sert à rien, qui va amener quelque chose, et on sait Bien pas sûr. quoi. C'est de la robustesse, c'est clair. C'est de la robustesse, hein, même le porc, il fait de la robustesse. Mais c'est juste pour s'amuser, tant pis si le renard passe. Donc voilà. Alors, pour terminer, la dernière petite graine, ben, je crois que j'ai fait indirectement, en fait, le parcours du coach avec la fixation des objectifs, ben, la partie danse avec la taupe, la partie un peu friction, amener vers ailleurs avec le et alors, la partie où est-ce que je vais chercher mes ressources avec donc la zone de confort. Et je terminerai par un point important qui est avec quoi je repars de ça, et c'est offrir, et ça va peut-être passer au l'avant-dernier slide, c'est d'abord s'arrêter sur les zones, offrir à nos clients un arrêt. La nature s'offre plein d'arrêts. Quand il y a une crise, ça aussi c'est quelque chose qui m'a parlé dans tes discours, Olivier, c'est dire en fait moi j'ai une chance quelque part, c'est qu'à un moment à 35 ans, ben, j'ai eu un moment d'arrêt fort. Il n'a pas été facile à encaisser, mais j'ai dû m'arrêter, respirer, arrêter. Et nous, en tant que coach, nos clients, ben oui, il y a une prise de conscience. Offrons-lui un retour. Tiens, oui, j'ai découvert que mon nez était devenu un groin, que je pourrais en faire quelque chose. Waouh, attends, arrête-toi, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle piste? Et ça, je crois que c'est très important d'offrir à nos clients, waouh, ce moment d'arrêt, au moment des prises de conscience. Une autre chose très importante d'offrir à nos clients, c'est cette maturation, c'est offrir cet espace. L'arbre, quand il vient l'hiver, il se dit pas, je vais me battre contre l'hiver, je vais être meilleur. Il dit, ouh là là, trop fort pour moi. Tiens, je vais arrêter de me battre, je vais laisser tomber toutes mes feuilles et je vais attendre que ça passe. L'ours, il fait la même chose, hein, il se bat pas contre l'hiver. Il dit, j'arrête. Il dit, je vais mûrir. Et je sais que 6 mois après, je vais renouveau grandir, que mes bourgeons vont revenir. Et la maturation est importante. J'aime aussi cette image de dire que le jour où il y a un agronome qui fera des pommes en un jour, il sera milliardaire. Mais qu'est-ce que les campagnes seront tristes? Qu'est-ce que les agriculteurs vont s'emmerder? On ne pourra plus voir cette pomme grandir et mûrir. Oui, la maturation, offrons un espace de maturation. Et oui, mon client, il ne sait pas, il repart avec une réflexion, il ne sait pas. Ben oui, il va peut-être revenir à moi dans 6 mois parce qu'il lui faudra le temps de mûrir. Et il repart avec quelque chose. On parle toujours des mises en action, j'y crois beaucoup, elles sont fondamentales en coaching. Mais si mon client me dit, tiens, je vais juste y réfléchir. Pour moi, il est en pleine action, il est en plein démarrage, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, bienvenue aux maturations, bienvenue au temps d'arrêt, bienvenue au temps de repos. Voilà, je crois avoir fait le tour des graines que je voulais apporter et des petits nutriments que je voulais apporter au coaching, et ce que m'a apporté et ce que m'a permis de confirmer et mon parcours et tes partages, Olivier. On est, je crois, dans la robustesse, on est dans l'humain avec nos horaires, nos erreurs. Voilà, tiens, j'ai pas fait exprès le lapsus. Il confirme que je suis tout à fait à l'aise avec ça. Il est aussi ben, dans notre harmonie,
harmonie avec soi-même, toutes nos cellules, avec nos cœurs, notre tripes, notre cerveau, harmonie avec le milieu, harmonie à chercher en nous. Et ben voilà, je crois avoir dit l'essentiel, partagé l'essentiel. J'ai certainement oublié quelque chose, mais c'est pas trop grave, ça reviendra. Donc voilà, Olivier, n'hésite pas, tes Merci feedbacks. Jean-Luc. Qui Non, regardez aussi, n'hésitez pas. Oui, vas-y, je t'écoute. ouais, non, c'est super, ça résonne très fort, mais je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup parce en t'écoutant, on voit bien toutes les résonances qu'il y a avec la robustesse, hein, l'ouverture, la diversité des chemins, les moments de lenteur, d'arrêt, tout ça, en fait, c'est se construire sur ses points faibles. La Mhm. robustesse, c'est vraiment ça, quoi. Et donc quelque part un monde contraire, hein, au monde de la performance, quoi. Mais c'est justement un Mhm. monde beaucoup plus riche, beaucoup plus joyeux, Oui. parce qu'en fait, on se reconnecte au vivant et surtout, on se rassure, hein. Cette quête de performance, c'est extraterrestre, c'est une machine. Donc c'est un projet de mort, hein, la performance. La robustesse, c'est vivre avec les fluctuations. C'est un projet de vie. Et Mhm. donc je suis très heureux de voir à quel point ça résonne avec le coaching, avec ce que tu fais du coaching et avec même tes méthodes. C'est-à-dire que tes méthodes, il y a du vivant à tous les tournants, et donc de la robustesse du vivant aussi à tous les tournants. Wow, Donc merci pour ça, merci. merci pour ça. Merci à toi, merci. Oui, c'est la joie aussi, hein. C'est gai le jour où je devrais faire des formations avec toujours un canevas précis à dire il faut que vous sortiez de ma formation en ayant pris ça, ça. Mais qu'est-ce que je peux le dire, hein, c'est entre nous, qu'est-ce que je m'emmerderais. Et Ben oui, bien oui, sûr. c'est gai que ça bouge, c'est gai quand ça change et c'est gai que ça fluctue. Et ce que je vous ai partagé, c'est en évolution, ça bouge. Et si vous avez des idées à rajouter à mon approche, waouh, tant mieux, bravo. Oui, j'espère bien qu'elle va évoluer. J'espère bien, et j'espère bien qu'il y a des chemins qui vont se fermer et d'autres qui vont s'ouvrir. Oui, c'est ça qui est gai, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Wow, super. Merci Olivier. Ça me touche très fort que tu sois là et que voilà, tu puisses partager ça. Et Merci, ben on est ça, dans le vivant. ça résonne exactement. Ouais. Et Et oui, j'en parle du coaching. Ça, j'invite peut-être aussi les coachs. La robustesse, c'est une attitude à avoir et à partager aussi. Et je reviens à ça, l'idée, les outils que je vous ai partagés, je sais plus si j'ai dit au début, mais l'idée, c'est d'offrir ça aux coachs pour que les coachs soient bien et qu'ils puissent offrir ça à nos clients. Mais si, en tant que coach, on est dans la performance, on n'a rien de très intéressant, pour moi en tout cas, à offrir aux clients. Donc, offrons-nous de la robustesse, offrons-nous des erreurs et offrons ça à nos clients. Et je crois que ça répond à un besoin en tout cas. Enfin, c'est un besoin que je ressens, que j'entends. Voilà, Yotis, il y a Et d'autres oui, il y a partout, beaucoup j'ai de le tour. réactions. Et d'ailleurs, moi, je fais le lien avec l'organisation du congrès. Ça résonne énormément aussi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous écrit, bah, utiliser les difficultés en force, confère, vivre ses racines dans le noir, avec Jean-Luc Penning. Alors, Jean-Luc, de quoi nous parle cette personne pour ceux qui n'ont pas tout suivi? Ah, mais ça a été aussi un moment fort du congrès ICF Synergie à Lille. C'est que j'ai animé avec mon ami François Quézin un atelier retrouver ses racines dans le noir. Et ça, je te dis pas, c'était extraordinaire. Donc, on a rassemblé des coachs qui rentraient dans un local, les yeux fermés, les yeux bandés, un local qu'ils ne connaissaient pas, avec sur la table on leur a fait manger des racines, mais bon, ça fait un grand mot comme ça. En fait, ils avaient sur la table de l'eau, des carottes, des pommes de terre, et comme ça, ils ne savaient pas ce qu'ils mangeaient, et on leur a fait vivre des séances de coaching. Mais c'était des moments, je vous dis pas, extraordinaires. Il y a une des personnes, moi, je participe pas directement, mais qui s'est qui est venu avec un sujet, mais d'une profondeur incroyable. Donc, il était dans le noir, à se faire coacher par cette personne qu'il ne connaissait pas. Il a sorti d'une chose, d'une intimité. J'en ai discuté avec lui. Il dit, en fait, oui, c'était fort. Et j'invite souvent dans les formations des coachs et coachés à travailler dans le noir. Et je vous dis pas les retours. On était là vraiment avec des coachs professionnels. J'ai plusieurs personnes qui ont dit, c'est décidé, je ne coach plus avec la vidéo, je coach dans le noir. Parce qu'ils étaient dans la pleine présence, dans la pleine écoute. Et croyez-moi, les émotions, tout, on entend tout dans le noir. Et on le Hmm. vit dans le noir, au risque de se tromper, de dire, tiens, j'ai entendu une émotion, est-ce que c'est même
on ne passe pas le est-ce que, c'est une question fermée, mais dit, tiens, j'ai entendu, qu'est-ce qui se passe là? Et waouh, il y a des choses qui sortent. On est dans l'intimité, on a l'enfant. Oui, merci de me rappeler ça, Yotis. C'était un très, très fort moment. Je vous entends et ça résonne énormément avec toutes les équipes. On s'est bien amusé. Alors, Voilà. donc, on a quelques. Ouais, vas-y, Yotis, Jean-Luc. quoi, comment ça? Tu as eu des imprévus pendant le congrès? Non, je peux pas croire. Oh, mais c'est pas grave. Et alors, on C'est s'en pas fout. possible, tu avais tout prévu quand même. Non, Non, honnêtement, génial. on a toujours des petites surprises. Déjà dans une conférence normale, mais là, en plus, dans un congrès. Alors, et vous n'étiez pas que 5, 6 conférenciers, hein, il y en C'est avait quand ça. même 113. Donc, par contre, il ne manquait qu'un seul conférencier, donc c'était fantastique. Généralement, c'est 10%. Là, 113, on était vraiment au top. Alors, il y a quelques questions. Super. Oui, bienvenue. Donc, en quoi consiste l'approche smooth en coaching et comment ces éléments peuvent-ils contribuer à un coaching plus efficace? Je l'ai pris expressément, celle-là. En quoi un coaching doit-il être efficace? Moi, c'est quoi, à quel mot on met sur efficacité? C'est quoi être efficace? Si mon client repart avec le sourire en disant j'ai confiance, je suis bien, est-ce que j'ai été efficace? Oh là là, c'est une question que je me pose pas. Je sais pas, là, tu peux poser une colle. Je sais pas quoi réponse vraiment. Je peux te Vas-y, proposer. vas-y. Oui. Alors, évidemment, je ne suis pas coach, mais il y a un adage zen qui est bien pratique dans ces cas-là. Cet adage zen, il dit celui qui a atteint son objectif a raté tous les autres. Ah, pas mal. Oui, oui. Non, non, celui-là, non, faut l'effacer, là, il faut pas le dire parce que là, au niveau, tu casses la réputation des coachs. Mais non, mais moi, je l'accepte très bien. Oui, mais oui, pourquoi est-ce qu'il faut la solution A et pourquoi pas aller chercher le B et C et être flexible avec ça? C'est tellement plus riche. Et si on repart qu'avec une solution, c'est un peu dommage. Pour moi, la solution, c'est une piste d'exploration. Ce que je disais tout à l'heure, j'aime pas trop le mot objectif, c'est plutôt un indicateur. J'ai besoin d'un indicateur pour savoir où mon client veut aller, pour l'accompagner, que je monte que je l'accompagne, qu'il monte devant dans le tandem et que moi je sois derrière, je l'accompagne. Mais c'est un indicateur. Mais c'est pas, il faut l'atteindre C'est pas absolument. l'objectif. Oui. Et s'il peut s'arrêter un moment et savoir où, ce mot objectif est vraiment très délicat et très, très délicat à utiliser, surtout en français. Pas évident. Donc, je sais Alors, pas si Nadia je suis nous pose une efficace. autre question. Comment vivez-vous au quotidien avec votre entourage dans ce monde où tout va si vite, où le stress et la performance sont exigés pour être reconnus? Oui, pas facile. Oui, 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 pas facile. Attention, hein, parce que quand on parle de performance, par exemple, regardez un artiste, il fait une performance. La notion de performance n'est pas tout à fait effacée, mais elle peut être ponctuelle, locale, à un moment donné. Donc, on peut être un moment dans une performance et dire, OK, j'ai fait quelque chose de bien, etc. Elle n'est pas tout à fait effacée. Mais le tout, c'est de comment on la voit, comment on la vit. Oui, il y a des impératifs autour. Est-ce que, pour moi, en général, ils sont souvent toxiques. L'idée, c'est je sais pas, de vivre avec et de les incorporer. Je sais pas, tu as peut-être une meilleure réponse que moi, Olivier. Non, non, mais Là-dedans, c'est pas je suis facile. d'accord. Je suis d'accord. En fait, il y a un petit jeu que vous pouvez faire, c'est un texte qui aurait le mot performance, remplacer le mot performance par violence. Et vous allez voir, ça reflète l'autre aspect, l'autre facette de la performance. Et du coup, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Hein. En fait, dans la vie de tous les jours, ça revient à dire en effet, on a des moments de performance, mais c'est à chaque fois des moments de violence. On s'épuise, quoi. Mhm. Donc, faut faire trouver son équilibre avec les autres, où on fait plutôt de la robustesse et de temps en temps on fait de la performance. Donc, un exemple typique comme ça, c'est dans un groupe, si on n'est pas capable de dire j'ai besoin d'aide, ça veut dire qu'on Mhm. est tous dans la compétition et qu'on est tous dans la performance. Et donc, c'est toxique. Par contre, si on est dans un groupe où tout le monde est à l'aise pour dire j'ai besoin d'aide, alors là, ça veut dire qu'on est dans la coopération et du coup, on se met en contre-performance individuelle au service de la robustesse du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut Bon, pratiquer tous les jours. oui.
Et de temps en temps dire stop, on arrête, c'est Bien sûr. peut-être pas mal. Avant le burn-out, les Exactement. coachs, on connaît aussi. Avant d'exploser, oui, oui, oui. Pas Et quand facile, dans hein. une On m'a équipe, pas dit que c'était facile, hein. Ah non, c'est Personne m'a sûr. dit que c'était C'est plus facile, hein. compliqué. C'est pas évident. Oui, et quand dans surtout dans une notre équipe, société. vraiment, Olivier et Jean-Luc, quand dans une équipe propose justement, on dit, voilà, j'ai besoin d'aide et qu'il y en a 150 qui disent, moi, je veux bien t'aider. On est dans quoi là? Ah bah, On est dans l'amour. On est ouais, On dans est dans la l'amour, synergie là, Yotis. parce On que est là, dans je peux la vous dire que c'est comme ça que ça se coopération. passe. On est dans l'amour, on est dans la bienveillance et bienvenue tous les 150. On va faire un bout de chemin ensemble. Alors, il y a une autre D'accord. question de la part de Sonia cette fois. En écoutant, je me questionne, comment était Jean-Luc avant 35 ans? Y a-t-il de la spiritualité dans ton quotidien? Alors, apparemment, je suis pas trop spirituel, mais c'est peut-être ma zone de faiblesse et c'est peut-être ma future zone de créativité. Euh, je sais pas, j'ai toujours pris la vie comme elle venait, à du 100 à l'heure. Maintenant, est-ce que, enfin, dans le sens, à 100 à l'heure, dans le bon sens du terme, dans le sens de l'accueil et pas dans le sens de la pression. Euh, oui, peut-être que je devrais m'offrir plus d'espace de spiritualité, mais c'est ma prochaine zone à travailler et d'accueil ma zone de créativité, peut-être. Pour Olivier, alors, quelles sont les origines des origines de la robustesse? les origines de la robustesse. Bon, Alors, en gros, à mon avis, c'est c'est pas comment tu t'es connecté la première fois avec la ah oui. robustesse. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi les origines de Ah bah cette alors, rencontre? alors, Yotis, tu l'as dit, hein, moi je me suis construit un peu en réaction à Mhm. l'enseignement de la biologie, qui était très segmenté et en fait qui était une vision très programmatique, avec des organigrammes, avec des gènes maîtres, avec des cascades de signalisation. Enfin, en gros, un monde très organisé, très rationalisé finalement de la biologie. Et plus tard, en fait, quand on commence à creuser le sujet, justement qu'on a cette approche systémique, on se rend compte que c'est beaucoup plus horizontal, quoi. C'est beaucoup plus transversal, cette vision de la vie. Et là, en fait, on tombe sur la robustesse. Enfin, quand on commence à regarder la vie de façon en interaction, les liens entre les différents êtres vivants, en fait, ce qu'on trouve, c'est la robustesse. Et c'est très étonnant de voir. Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et même, alors, si je vais un cran plus loin, c'est comme dans mes recherches, c'est les plantes qui me l'ont dit, en fait. Si je, si je le dis différemment. C'est en observant les plantes, en posant des questions de recherche, finalement, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais intoxiqué à la performance. Je voulais plaquer un modèle performant, une homogénéité de croissance ou je sais pas quoi. Et en fait, les plantes m'ont dit non, non, nous, c'est erratique, on va dans n'importe quel sens, il y a de l'aléatoire, etc. Et en fait, on peut le mesurer, quoi. Et donc, c'est là qu'on se dit, bah, il faut que je revoie mon modèle. Et c'est après que, bon, bah, les résonances étaient plurielles, quoi. Il y a encore énormément de questions, mais on commence à toucher à la fin de cet événement. Donc, un grand merci Olivier et Jean-Luc pour cette belle présentation captivante et profondément pertinente. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également vice-présidente d'ICF Tunisie et experte du pôle événement chez ICF Synergie. Alors Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? Quelles ont été les réactions pendant ce webinaire? Bonsoir Olivier, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Yotis et bonsoir les synergiennes et synergiens. Effectivement, les participants sont vraiment concentrés sur ce webinaire. On a beaucoup de réactions. Par exemple, merveilleux, merci à vous deux. C'est plus qu'un webinaire, c'est une ode à la vie, à l'essence du vivant. Je pars avec de belles réflexions à mettre en action dans ma pratique et pas que. Donc, énormément de commentaires positifs à votre égard. Merci beaucoup. Ça continue, hein. Il y en a des tas. Alors, il y a, je crois, qu'1h30, c'est trop court pour ce magnifique duo. Alors, cette fois, c'est Céline. Alors, Olivier a ouvert avec un mini cours de sciences sympathique et j'étais absorbé au point d'avoir été surprise par la fin. Je garde l'image de la baleine qui a fait émerger une prise de conscience sur le monde dans lequel nous vivons en apnée constante. Voilà, nous avons également Jean-Luc nous offre une transition avec une ouverture sur la simplicité à dérouler une séance de coaching. La voix apaisante invite au calme et à la détente. Un grand merci. Ça, c'est de la part de Nadia.
Alors, Nada nous dit magnifique. Bon, vous voyez que les prénoms se ressemblent aujourd'hui. Alors, tout est connecté ce soir. Alors, totalement observé par cette conférence éblouissante, ébouriffante, passionnante. Merci Jean-Luc et Olivier pour ce moment suspendu de toute beauté. Et alors on aime Slam ou Léonard de Vinci. On en veut encore un très grand merci. Voilà. De la résilience de la baleine, l'adaptation de la taupe, l'importance de s'adapter, de persévérer en toutes circonstances. Alors, quelqu'un d'autre nous dit belle musique à mes oreilles et mon âme, belle matière à réflexion sur notre approche en coaching. Merci beaucoup de la part de Nathalie. Donc, il y a aussi énormément de merci Jean-Luc pour cette leçon d'humilité. Merci également à Olivier. Donc, merci à vous deux, un duo inspirant et serein. Extra de vos partages et regards croisés, nous dit Cédric. Donc, il y a également d'autres commentaires, mais bon, j'en vois trop. Donc, inspirant de voir comment les principes de robustesse des plantes peuvent être appliqués au coaching pour aider nos clients à développer leur résilience face aux défis personnels et professionnels. Donc, voilà, un grand merci Nefissa et également un grand merci à Kevin qui est également présent pour nous aider dans la technique. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous aidera à approfondir votre compréhension de la troisième voie du vivant et de la robustesse, enrichissant votre pratique du coaching et vous permettant de naviguer avec résilience et adaptabilité face aux défis contemporains. Si la réponse est oui, vous savez bien, vous nous mettez un petit pouce bleu, vous nous mettez quelques commentaires, des likes, des cœurs un peu partout. Ça a tendance à booster notre ocytocine et notre niveau de dopamine pour la suite. Et si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui seront en ligne sur notre chaîne, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, transparence, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Olivier et Jean-Luc, je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à toutes et à tous. Très heureux d'être là et de voir toutes ces résonances. Voilà, ça vibre encore. Donc c'est super. Oui, moi aussi. Merci encore à toi, Olivier. Merci, Yotis, d'offrir cet espace. Merci à vous tous. Comme je disais, on est en réflexion, on avance. Donc, bienvenue à vos partages sur ce que vous voyez, ce que nos partages vous ont inspiré. On est en réflexion et alors je voudrais quand même terminer par une note et vous rappeler un moment important, c'est que vous pourrez chanter tous ensemble. Je m'y mets. Sous ma forte écorce, vit 1000 ans d'humanité entre faiblesse et force, à vous de vous en inspirer. C'est du slam, c'est pas du Léonard de Vinci, mais je crois que Léonard de Vinci aurait apprécié. Alors je fais le geste à la fin, c'est mes enfants, ils me disent il faut faire un geste comme ça pour faire sérieux, alors je le fais pour leur faire plaisir. Merci à vous tous. Mais pour ceux qui n'ont pas compris le lien, allez voir l'exercice pré-webinaire. En tout cas, un grand merci Jean-Luc et Olivier pour ce tour, pour ce voyage, pour cette aventure. Un grand merci également Nefissa, un grand merci Kevin et merci à vous toutes et tous. Au revoir.